Bonjour et bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous regardez à la télévision via vos box et en replay, évidemment, chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, de grandes manœuvres engagées dans le secteur automobile japonais. Précisément, on parle de discussions entre Honda, Nissan et potentiellement Mitsubishi pour créer un nouvel ensemble, une fusion complète peut-être de ces trois constructeurs japonais, un ensemble qui devrait permettre ou qui doit permettre de rivaliser face aux géants du secteur en termes de volume vendu, en tout cas que sont Toyota ou encore Volkswagen. Mettons de côté le sujet des capitalisations boursières, puisque même si on assemblait les capitalisations boursières de Honda, Nissan et Mitsubishi, on aurait un groupe à peine au-delà de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière, qu'entre Tesla évidemment évolue largement au-delà du trillion de dollars. On est à 1,4 trillion de dollars pour la capitalisation boursière d'un groupe comme Tesla. Aujourd'hui, les grandes manœuvres dans le secteur automobile, ce sera donc le sujet à la une de Smart Bourse ce soir. La décision de la Réserve fédérale américaine, évidemment attendue, 25 points de base pour conclure cette année 2024. Qu'est-ce que le marché attend de la Fed à partir de cette nouvelle baisse de taux pour l'année 2025? C'est toute la question qui se pose, et à ce titre, le discours et la conférence de presse de Jérôme Powell sera particulièrement suivi. Et puis nous reviendrons dans les grandes largeurs sur les perspectives 2025, sur le plan macroéconomique notamment. Survivre à Trump 2.0, c'est le titre qui a été choisi par les économistes d'AXA pour leur présentation des perspectives 2025. Nous en parlerons avec le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek, qui sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir, c'est en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les marchés actions en Europe évoluent en hausse modérée. Oui, aujourd'hui, l'heure est à la prudence en Europe avant la Fed. En France, le CAC 40 est tiré par Renault en tête, en hausse de plus de 6% au cours de la séance. D'après le journal Nikkei, Honda et Nissan, dont Renault est l'actionnaire principal, vont ouvrir des négociations en vue d'un rapprochement, voire d'une fusion complète. Cela pourrait aussi inclure Mitsubishi. On parle d'un rapprochement potentiel qui pourrait devenir la fusion la plus importante dans ce secteur depuis la création de Stellantis en 2021. Oui, cette fusion créerait une entreprise de 54 milliards de dollars de capitalisation boursière. Malgré cela, en termes de vente de véhicules, ce ne serait que le troisième groupe mondial derrière Volkswagen et Toyota. À ce stade, Honda, Nissan et Mitsubishi n'évoquent aucun accord signé. Renault n'a pas fait de commentaires. Nissan bondit de 20% et Honda cède plus de 3% à Tokyo. Du côté de l'actualité des entreprises, en France, cette fois, Bureau Veritas va remplacer Vivendi au sein du CAC 40. Oui, lors de la révision trimestrielle de l'indice CAC hier, le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris a pris la décision d'intégrer Bureau Veritas, entreprise spécialisée dans les essais, l'inspection et la certification dans le CAC 40, et de retirer Vivendi à la suite de sa scission. Cela interviendra vendredi après la clôture des marchés. Au sein du DAX, on notera la hausse du titre Commerzbank aujourd'hui. Oui, la banque allemande gagne 2% aujourd'hui et quasiment 50% depuis le 1er janvier. Unicredit se renforce dans Commerzbank et porte ainsi sa participation au capital à 28% grâce à des produits dérivés et vise une participation de 29,9%. Côté macro, les investisseurs ont pris connaissance de la deuxième estimation de l'inflation en zone euro. Oui, en seconde lecture, l'inflation a été légèrement révisée à la baisse à 2,2% en novembre sur un an. Sur un mois, elle recule de 0,3% conformément à la première estimation. En version cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation est inchangée en novembre sur un an à plus de 2,7%. Un mot du marché obligataire aujourd'hui, Pauline. En Europe, le rendement de l'obligation allemande à 10 ans est stable à 2,25%. Le rendement de l'obligation française à 10 ans tourne autour de 3,05%. Le spread est stable autour de 80 points de base. Aux États-Unis, avant la Fed, le rendement de l'obligation à 10 ans évolue autour de 4,40%. Le dollar reste ferme face à un panier de devises de référence et l'euro-dollar reste sous 1,05. Au-delà de la décision de la Fed, quel est le programme de demain pour les investisseurs? La Banque d'Angleterre rendra également sa décision monétaire et devrait laisser son taux directeur inchangé. Les investisseurs prendront également connaissance de la troisième estimation du PIB américain du troisième trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel nous apporte les infos clés du jour sur les marchés.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Tisserand est avec nous, gérant multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Jean-François Robin d'être avec nous également. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis et Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Vous êtes senior advisor ESG. Mettons l'automobile et les grandes manœuvres dans l'automobile japonaise à la une. Ça change un petit peu. Qu'est-ce que l'idée d'un rapprochement entre Honda et Nissan, voire Honda, Nissan et Mitsubishi, nous dit de la situation du secteur et des réponses que le secteur automobile dit traditionnel pourrait apporter face à un groupe comme Tesla, bien sûr, mais face à une nouvelle concurrence venue de Chine, par exemple. Alors en fait, c'est un jeu à multibande qui a provoqué cette fusion. Alors il y a des histoires qui datent un petit peu, puis il y a des histoires récentes, et puis il y a des conséquences qui vont être également multibandes, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des conséquences dans pas mal d'entreprises de l'automobile. Donc si on fait un peu d'histoire, il y a eu l'histoire Nissan-Renault qui cherchait un dénouement, donc là peut-être on a un beau dénouement pour tout le monde. Ouais. Il y a, donc ça c'est un peu on va dire l'histoire, il y a ce qui s'est passé récemment, l'élection de Trump qui met de la pression sur tous les constructeurs automobiles, les tarifs, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais enfin on se doute bien qu'il faut faire quelque chose pour pas rester comme ça. Et puis surtout, l'éléphant dans la pièce, c'est ce que font les Chinois depuis quelques années, qui prennent des parts de marché monstrueuses à travers la planète, qui ont repris également des parts de marché sur leur propre marché domestique, donc avec un effet d'éviction pour des entreprises comme Nissan qui sont quasiment fait sortir, qui ont obligé d'arrêter de la production dans certaines usines chinoises. Donc il fallait faire quelque chose. Je trouve que on va oublier la complexité de ce genre de fusion, mais si on se projette un petit peu, il va y avoir une plateforme qui va être plus efficace, qui va limiter les coûts, alors avec des conséquences sur le marché de l'emploi japonais. Donc ça, c'est quand même pas très bon. Et ça peut générer des retards dans la mise en œuvre, parce que politiquement, ça risque d'être un peu difficile. On va voir. Et puis, l'autre point, c'est qu'il peut y avoir un accord sur des plateformes avec Renault, puisque en fait Renault, qui va être un des acteurs principaux de cette fusion malgré tout, même si, quoi qu'il décide. Renault détient encore 34% de Nissan aujourd'hui. Voilà, donc ils vont être un acteur important du deal. Je pense que de toute façon ils sont d'accord avec ça. Et puis il peut y avoir Honda qui peut avoir des intérêts à travailler sur certains axes avec Mitsubishi, sur certains axes avec Renault. Donc on voit comme ça une combinaison. Voilà, une combinaison qui se met en place. Alors ça revient peut-être à l'idée de ce que voulait faire Carlos Ghosn à l'époque. On verra. En tout cas, c'est quelque chose. C'est des partenariats sur quelque chose de plutôt positif. C'est comment on va faire pour contrer la menace chinoise. Sur le plan industriel, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que ce type de combinaison potentielle. On est encore au stade des... Moi, vous savez, moi là-dessus, c'est sur la résilience des entreprises. C'est une manière en regroupant des forces, on diminue les coûts, et ça c'est quelque chose de certain, donc on peut le faire. Ça devrait résonner d'ailleurs dans l'État français, d'ailleurs, cette réduction de coûts et de dépenses. On va parler restons dans le monde des entreprises. Voilà, donc en tout cas, ça c'est relativement tangible, c'est une solution, et on le voit. Ça c'est la solution Stellantis. C'était la solution Carlos Tavares Stellantis. Et on le voit dans plein d'autres secteurs. Il faut continuer à grossir. Il faut continuer. Et puis ça permet au moins dans un premier temps de résister en attendant que la vague soit passée. On le voit dans certains segments, on le voit dans la gestion d'actifs, on le voit dans le pétrole. Il y a pas mal de fusions, il y a des discussions en cours en ce moment sur pas mal d'acteurs. Donc c'est une manière de résister. Donc alors c'était très bon aujourd'hui pour le cours de Nissan qui a profité directement. Renault a profité également. Ça remet une lumière sur le secteur automobile. Donc et voilà, c'est plutôt pas mal. Et moi c'est quelque chose que je regarde tout le temps, le secteur automobile, parce que l'être humain se déplace et il aime se déplacer. Il continuera à se déplacer. Alors quelle forme ça va prendre dans les 10 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un segment qui est toujours intéressant à regarder. Il va se passer plein de choses dans ce segment-là. Est-ce que ça donne envie de plus que simplement le regarder ? N'exagérez pas. D'accord. Non, parce que sur décembre, le stock 600 auto fait plutôt pas trop mal, quoi. Mais je ne vais pas accaparer la parole. Non, mais c'était bien. Réflexion sur ces grandes manœuvres dans le secteur automobile. Ça va pas être facile de donner d'autres informations. Jean-François, on a fait le tour. Non, mais est-ce que c'est le coup d'envoi d'une grande vague de consolidation ? Est-ce que c'est la réponse industrielle, effectivement, qui paraît évidente, ou est-ce qu'il y a d'autres voies, d'autres options pour des constructeurs européens ou ailleurs dans le monde ?
Oui, j'aimerais avoir mon analyste auto avec moi, Oui. Valentin, mais effectivement, sur ce qui, moi, ça m'inspire, c'est quand même cette alliance, c'est quand même plutôt une alliance des faibles, si on peut dire. C'est des gens qui avaient un peu loupé, pour moi, le marché de l'électrification, et on se rend compte qu'il y a un mur d'investissement, de compétition chinoise, etc. Et ça, pour moi, c'est quand même assez intéressant à suivre. C'est-à-dire qu'on voit bien que... mais là aussi, la consolidation n'est pas non plus l'unique voie, puisqu'on voit qu'en Chine, je crois qu'il reste 650 constructeurs automobiles. Donc on peut faire de l'électrique et évincer du marché, comme le disait Alain, tous les compétiteurs. Moi, je donne bonne chance à Tesla. Encore une fois, j'ai un pari que dans les 3 ans, Tesla sera sorti de Chine. Parce que maintenant, on va passer à plus de 90% des voitures chinoises vendues qui sont faites par des Chinois, parce qu'ils ont une offre très très compétitive aujourd'hui, parce qu'ils ne font que ça. Or, nous, les Européens comme les Japonais, on a loupé le coche quelque part en se disant, en poussant, en essayant, et on voit encore aujourd'hui les lobbying dire faut repousser l'objectif de 2035, faut surtout essayer de faire survivre le marché thermique. Moi, je suis allé à Pékin il n'y a pas longtemps. Le monde est électrique là-bas, donc on se gourde de guerre. La guerre, elle est passée. Aujourd'hui, c'est l'électrique qui est en train de l'emporter partout. Il y a une voiture sur 5 et même sur 4 dans ce début d'année qui est vendue dans le monde qui est électrique. Tous ces constructeurs qui ont essayé de repousser l'échéance, on voit bien que c'est pas possible. Donc il faut rattraper le temps perdu. Et je crois que cette alliance, là, un peu de se mettre ensemble, c'est pour essayer de rattraper, de refaire des investissements, de peut-être sauter une génération. Je pense aux batteries, typiquement. On voit bien que le monde de la batterie, on passe de choses, on se passe de plus en plus de lithium, on passe sur des batteries solides, etc. On voit bien qu'il y a des avancées qui se passent et on peut peut-être essayer de rattraper le retard en se mettant sur des nouvelles technologies. Ça, il y a plein de choses encore à faire. C'est un monde en devenir. Encore une fois, aujourd'hui, quand vous regardez le stock de voitures électriques dans le monde, on voit bien qu'on n'est qu'au début du parcours, donc rien n'est perdu. J'ai un mot à dire, parce que je pense à ça également je pense à ça avec l'innovation. On voit aussi que Foxconn est en train de tourner autour de ce. Alors ça, c'était la petite info supplémentaire de Bloomberg notamment, qui expliquait que Foxconn s'intéressait ou s'était intéressé à une prise de participation dans Nissan, et que peut-être l'intérêt de Foxconn pour Nissan a aussi accéléré peut-être les discussions entre les constructeurs automobiles japonais. Dans ce que disait Jean-François, Jean-François, le point c'est effectivement il y a 650 constructeurs, parce que en fait les Chinois ont également changé de modèle, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le modèle industriel classique où quelque part le constructeur fait un peu tout. Là c'est, j'exagère, je vais me faire hurler dessus avec ça, mais c'est un téléphone avec des roues en fait. Ah bah non, je crois que c'est ce que disait Carlos Ghosn, un peu au prou. Un smartphone sur roue, c'était ce qu'il voulait avec la technologie embarquée dans les modèles Renault. Là il y a quand même un champ de possibilités énorme qui va s'ouvrir avec ce deal. Si Foxconn venait dedans, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, la voiture autonome, tout ça, toutes les innovations possibles, imaginables. Voilà, excusez-moi. Mais vous dites, non, mais juste pour conclure là-dessus avec vous, Jean-François, vouloir repousser les échéances fin du thermique en Europe, vous dites c'est vraiment la fausse bonne idée. Je crois qu'on ça prouve bien tout ce qui se passe avec. Mais vous dites, y compris en tant que macroéconomiste. Macroéconomiste, je sais pas, je suis pas un spécialiste de la voiture. Non, mais vous êtes économiste. Non, parce que je suis en termes de constructeurs, mais ce qui me semble très très clair, c'est que la dynamique aujourd'hui, il y avait de la voiture électrique qui est en train de l'emporter partout. Encore une fois, c'est plus propre, plus rapide et ça va devenir moins cher. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas passer à l'électrique, même rationnelle, Donc je crois qu'on y va. Et cette espèce de repoussoir. Et puis si vous voulez, on raisonne en termes un petit peu. Pourquoi tous les constructeurs nous disent qu'il n'y a plus la demande là pour l'électrique? Pourquoi est-ce qu'il, c'est là toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est typiquement ce que veut faire Trump, ce qui n'est pas si idiot que ça finalement, c'est d'arrêter les subventions, mais plutôt de mettre en place des infrastructures. Aujourd'hui, on devrait mettre des infrastructures beaucoup plus rapidement de recharge, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, c'est pas une bonne excuse en France. En France, on a plus de chargeurs automobiles électriques que dans l'ensemble des États-Unis réunis. Donc merci Autolib, merci etc. Mais vous avez plus de 150 000 charges de recharge, vous en avez dans toutes les autoroutes, dans toutes les aires d'arrêt. Bon, on peut plus dire qu'on peut pas charger sa voiture et faire, sachant que toutes les voitures qui sortent, elles font toutes 500 km d'autonomie. Bon, moi, ma prostate m'arrête avant ça. Donc faut arrêter de se dire, je m'achète pas une voiture électrique parce que je descends pas, j'arrive pas à descendre à Bordeaux. Non, ça marche plus, ça, c'est plus valable, quoi. Donc je crois que ça, c'est vraiment une erreur. Mais juste, je termine là-dessus, puisque vous me parliez en macroéconomie. Moi, ce qui me frappe là-dedans, je remets ça aux chiffres récents qu'on nous a sortis RTE et EDF. Ouais. Aujourd'hui, sur 100 qu'on produit en électricité, on en exporte 20. On a 20% d'électricité produite en France de trop. On est le leader de l'électricité décarbonée en France.
et on est ceux qui repoussons l'électrification des usages. Mais il faut être fou, quoi. On devrait être les premiers à dire, on devrait être les leaders. C'est un avantage compétitif. Mais bien sûr, C'est un avantage comparatif. Mais complètement, complètement. On se gourde de combat, quoi. On va raccorder Fessenheim, Flamanville au réseau, là. C'est parti. Ah bah, on a franchi l'étape supplémentaire pour raccorder. Vous savez qu'on l'arrête l'année prochaine, pour 18 mois. Faut pas oublier ça non plus. On le raccorde pour l'arrêter. C'est la première maintenance qui arrive, c'est ça ? Oui, c'est ça, 18 mois pour changer le socle. Bon, venons-en à la Fed avec vous, Julien, peut-être. Ce sujet-là, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Si c'est vraiment le début des grandes manœuvres, effectivement, on aura l'occasion d'y revenir. Non, qu'est-ce qu'on va attendre de la Fed, de Jérôme Powell ? C'est-à-dire, à partir de cette nouvelle baisse de taux délivrée ce soir, qu'est-ce qu'on comprend de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine à ce stade ? Et comment est-ce que la politique de Trump, alors on en est tous à spéculer, faire des hypothèses, etc., donc ça rend l'exercice encore plus intéressant ou compliqué, mais comment on peut imaginer une évolution de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine au gré des décisions de politique prises par l'administration Trump l'an prochain ? Je vais faire d'abord un retour sur les attentes pour ce soir, ce qu'on peut espérer avoir. Donc 25 points de base de baisse, probablement un discours autour d'une pause, d'un ralentissement des baisses de taux qu'on a eu finalement en séquentiel à toutes les réunions monétaires. Donc sur un rythme qui est probablement plutôt trimestriel à partir de maintenant, en tout cas pas de baisse attendue fin janvier, avec une envie de voir venir justement l'investiture de Trump, voir les premières décisions politiques. On va aussi recevoir les projections ce soir, trimestrielles et pour les années à venir. Ce qui va changer clairement, c'est la révision à la hausse à la fois du PIB, la révision à la hausse, légèrement à la hausse de l'inflation. Probablement aussi, et c'est certain même, la révision à la hausse des baisses de taux, donc c'est-à-dire moins de baisses de taux attendues pour l'année prochaine. On était à peu près 100 points de base sur l'année prochaine, on sera probablement à 75, voire peut-être 50 pour certains membres. Et puis aussi une attente autour du taux terminal, du taux de long terme, qui est à 2,87 aujourd'hui, qui peut se rapprocher des 3%, comme l'économie tient toujours aussi bien, qu'on voit que finalement les taux aujourd'hui qui étaient censés être restrictifs, on les voyait très restrictifs il y a 2 ans sur ces niveaux de taux, à 10 ans on l'a rappelé à 4,30, 4,40. Finalement, l'économie survit. Donc, en fait, ce taux de long terme continue à remonter régulièrement auprès des membres de la Fed. Donc, pour la fonction de réaction de Jérôme Powell, clairement, il va rester très balancé. Les risques sont balancés sur le mandat, à la fois sur l'inflation et sur l'emploi. C'est-à-dire que la peur qu'on avait d'une dégradation très rapide de l'emploi en août-septembre, elle a plutôt eu tendance à s'atténuer. Il voyait un taux de chômage à 4,5%, je crois, pour cette fin d'année. 4,4. 4,4. Et on n'y est pas. Non, on n'y est pas. On est plutôt à 4,25 en ce moment. Donc il va être révisé à 4,3. L'année prochaine, probablement à 4,3. Donc voilà, le mandat est balancé. On crée toujours des emplois aux États-Unis, mais c'est moins vigoureux que par le passé. Donc il y a toujours cette crainte. Et sur l'inflation, clairement, c'est le grand sujet pour l'année prochaine, en fonction des politiques de Trump, qui sont... En fait, je pense qu'il y a vraiment un consensus très fort à travers tous les observateurs de marché, c'est que, quels que soient les programmes que Trump va mettre en place, en tout cas, la réaction première, c'est que ça va quand même être assez inflationniste, ou en tout cas maintenir l'inflation un peu plus élevée qu'attendue. Après, les conséquences sur la croissance sont divisées, c'est-à-dire si on fait des baisses de taxes, forcément, ça sera positif sur la croissance. Si on fait des barrières douanières ou des restrictions sur l'immigration, clairement, là, on peut douter de l'impact plus macroéconomique, plus négatif. Donc, c'est encore très divisé. Il y a vraiment une bifurcation pour la Fed. Et là, ce qu'elle doit faire, l'exercice de ce soir, c'est se laisser du temps, en fait, pour voir et ne pas prendre une forte direction, ne pas choquer les marchés en vraiment en disant que c'est le dernier meeting de baisse et se laisser un peu plus de possibilités. Garder de la flexibilité, des options vertes. Parce que, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'année prochaine. Jérôme Powell l'avait dit lors du précédent meeting, nous ne spéculons pas, nous ne faisons pas d'hypothèses, nous n'anticipons pas. Pour la Fed,
Et pour les marchés, ce qui va compter, j'entends beaucoup parler du séquençage de la mise en place des programmes Trump. Ça va avoir son importance, ça va être même la clé de savoir par quoi on commence. Alors l'immigration, ça semble être un thème majeur. Les baisses d'impôts, est-ce qu'on attendra un petit peu d'approcher des mid-terms pour déclencher peut-être l'idée de nouvelles baisses d'impôts à ce moment-là? Enfin, c'est cette séquence-là qui va aussi modifier ou non l'aspect conjoncturel et donc bouger ou non la Réserve fédérale américaine. Complètement. Ouais. Et puis, ils vont avoir tendance à se donner un petit peu de temps, à attendre quelques mois pour voir les impacts, bien sûr, au lieu de se précipiter pour prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Ce qui pourra peut-être être un peu dommageable et laisser un peu le marché dans un vide temporairement. Voilà, clairement, il y a une crainte sur les taux longs, avec notamment le déverrouillage fiscal qu'on a depuis maintenant de nombreuses années. Donc, c'est ça qui inquiète le plus. Certaines parties des investisseurs. Donc nous, on pense toujours qu'on est plus probablement dans une pontification pour l'année prochaine, avec des taux courts qui vont rester à peu près ancrés et des taux longs qui vont continuer à être sous pression. Et qui peuvent varier dans quel type de range, de fourchette? On va être humble et probablement une centaine de points de base. C'est les ranges qu'on a eu sur les 2 dernières années, où on attendait plutôt des baisses de taux, puis finalement on a eu des surprises. Là, clairement, on peut avoir aussi beaucoup de surprises. Donc, une centaine de points de base d'oscillation me semble tout à fait raisonnable. D'accord. Et où la fourchette haute, c'est ça. 4 et 5, quoi. 4 et 5, avec peut-être un risque à 5,5 ou 5,25, qui n'est pas du tout à exclure. Non. Voilà. Jean-François, comment vous regardez la fonction de réaction 2025 de la Fed à l'ère d'un nouveau mandat de Donald Trump? Je crois que Jérôme Powell, justement, a été assez clair là-dedans, en disant ce que vous disiez là, on ne fait pas de spéculation, on verra sur pièce, on jugera sur pièce. Ça va vite venir. Voilà, mais on va vite le 20 janvier, le meeting suivant, c'est 28-29. Mais du coup, derrière ça, ce qu'il disait, c'était que du coup, on continue, on est droit dans nos bottes, on continue à baisser les taux, tant qu'on n'est pas vers la neutralité de politique monétaire. Encore une fois, aujourd'hui, il y a très peu de raisons, et c'est encore plus vrai pour la BCE, mais en tout cas même pour la Fed, il y a très peu de raisons aujourd'hui d'avoir une politique monétaire restrictive. Or, restrictive, la politique monétaire est, comme parle Yoda, c'est clair qu'on est vraiment dans un mode restrictif de politique monétaire qui n'a aucun sens aujourd'hui, puisque l'économie est plutôt en train de ralentir, le taux de chômage, même s'il est un peu moins élevé que prévu, il monte quand même, que l'inflation baisse, donc il n'y a pas de raison de faire ça. Donc Jérôme Powell disait, on attendra de voir, mais pour l'instant, je peux aller assez vite jusqu'au taux neutre, le taux neutre étant entre 3 et 3,5, nous on le calcule à 3,25 chez Natixis, mais on peut faire encore du chemin, et puis on se posera la question une fois qu'on y sera. Donc c'est pour ça que nous on était plutôt à dire, ils vont baisser quand même de façon très régulière pour aller vers le taux neutre. Trump arrivant là-dessus, nous on a plutôt joué un peu la prudence et on enlève 50 BP, on se dit qu'il va arrêter à 3,5%. Et donc effectivement, il y a aussi une grande constance chez Jérôme Powell et la Fed de Jérôme Powell, c'est quand même de ne pas décevoir et de à chaque fois faire ce qu'a pricé le marché. C'est plutôt pour parler comme Milton Friedman. Et là, tout le monde semble assez d'accord. Alors, voilà, c'est que la queue remue le chien, comme dirait Milton Friedman. Donc comme le marché pense qu'il n'y aura rien en janvier, on fera rien en janvier. Et en revanche, comme il pense qu'il y a 25 BP ce soir, il y aura 25 BP ce soir. Donc il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Simplement, voilà, on est quand même dans un monde de Trump qui va être, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, inflationniste, 2 dépensiers en termes de dépenses publiques. Un inflationniste parce que, on l'a parlé, si vous enlevez 1, 3 ou 8 millions d'immigrants, vous n'arrivez plus à produire, donc il faut payer plus de salaires ou monter les prix parce que vous avez du mal, il y a moins de production, donc vous montez les prix. Vous mettez des droits de douane à 60% sur des micro-ondes que vous ne produisez pas, votre micro-ondes, il augmente de 60%. Ou si vous le produisez et que vous n'avez plus de compétition chinoise en face de vous, ce que j'explique à mes étudiants de la Sorbonne, qu'est-ce que vous faites? Vous montez les marges. Donc dans les 2 cas, de toute façon, c'est inflationniste. Mais là, vous prenez le Trump dans le texte, là. Oui, bien sûr. Là, vous prenez tout du programme de Trump. Non, je ne prends pas tout ce qui est de Donald Trump. Moi, ce que nous, on pense dans nos comptes, ce qu'on met, c'est qu'il ne fera pas la moitié de ce qu'il a dit qu'il ferait, mais comme il a dit beaucoup, il fera quand même plus que ce qu'il a fait en 2016. Et en 2016, quand même, les droits de douane, on ne parlait pas du tout, on parlait de 5%. On était max de 25%, justement, sur les éléments de cuisine, sur un truc, un certain nombre de choses. Sur une partie de l'aluminium. Là, c'est sur tout, et c'est 100. Ou 60 ou 20 sur les européennes. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre. Moi, j'ai pas compris. Est-ce qu'il veut monter les tarifs chinois jusqu'à 60 ? Est-ce qu'il veut rajouter 60% aux tarifs existants ?
Bon, pour l'instant, il a rajouté 10. On sait pas pour trop. l'instant, Pour l'instant, c'est 10. Pour l'instant, il rajoute 10. Il annonce 10. Voilà, il annonce 10 par rapport à ce qu'il fait. Encore une fois, on peut imaginer que c'est une façon de négocier des choses. Mais attention, Trump, deux choses. Un, il est convaincu que ça marche, les droits de douane. Donc c'est peut-être un pouvoir de négociation, mais il est convaincu que ça marche. Deux, ça marche d'autant plus que c'est des revenus. C'est-à-dire que c'est aussi la manière dont c'est de plus en plus présenté par son administration. C'est que c'est une ressource, justement, pour financer d'éventuelles baisses d'impôts. C'est présenté désormais comme ça sur le terrain de la négociation politique. Ce qui n'est pas du tout ce qui s'est passé en 2016. Hein. Non, encore une fois, c'est ce qui passe dans sa tête, mais pas dans la réalité. Bon, la première chose, c'est qu'il est persuadé que c'est ça. Et non seulement lui, mais toute son administration. Et là, toute l'administration qu'il a menée, qu'il a nommée, c'est pas du tout comme 2016, avec un petit peu des garde-fous, des gens qui étaient un petit peu plus aguerris. Et que lui, là, ça y est. Il a pris ceux qu'il trouvait en 2016. Et voilà, là, c'était un petit peu une surprise pour tout. Là, ils sont prêts. Et les gens qui nomment, là, au fur et à mesure, c'est des magas, c'est des gens convaincus par la même chose que Trump. Et donc quoi, il sera pas si transactionnel que ça, non ? Je pense qu'ils croient qu'ils veulent faire, ils pensent que c'est la bonne chose à faire, et donc ils vont en faire une partie. Trump, il dit quoi ? Et c'est le troisième élément. Trump, il dit, les promesses faites seront tenues. Et il a un mandat très clair, Trump. Il a un mandat hyper clair. Hein. Il a le Congrès, il a la Cour suprême, il a le vote populaire. Ne pas faire ce qu'il a dit qu'il ferait, ce serait un petit peu se dédire. Donc il va être obligé de faire une bonne partie de tout ça. Et moi, ça ne me surprend pas qu'il annonce déjà 25% de droits de douane. Je vous redonne, je termine, un petit exemple quand même. Il met 25% sur les droits de douane canadiens et mexicains. Oui. Les deux principaux partenaires commerciaux des États-Unis. 25% de droits de douane sur les produits mexicains. Il y a 50% des fruits et légumes qui sont importés du Mexique. Qu'est-ce qui va se passer ? Les prix des fruits et légumes vont donc monter. Vous prenez 25% de droits de douane sur le Canada. Il y a 50% du crude oil importé aux US qui vient du Canada. Il y a 50% des métaux rares exportés par le Canada qui vont aux US. Si vous montez les prix de tout ça, vous allez quand même faire de l'inflation. Donc pour aller dans votre sens, je pense que faire ça, c'est idiot, mais qu'à un moment ou un autre, ça fera de l'inflation, notamment sur mes fruits et légumes, et qu'à un moment ou un autre, il ne va pas faire la moitié de ce qu'il a dit. La Fed verra ça comme inflationniste et pas récessif. L'aspect inflationniste l'emportera quand même en premier lieu. Julien ? Malheureusement, on est sur une situation aussi très différente de 2016. 2016, on sortait d'un ralentissement économique, il y avait peu d'inflation. On voulait de l'inflation. Exactement, on voulait en générer, et finalement, il avait les mains libres. Enfin, il y avait l'impact était bien moindre. Là, c'est vrai qu'on arrive sur un ralentissement de l'inflation, mais une inflation toujours un peu trop élevée au goût de la Fed aux États-Unis, qui néanmoins descend. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur le même terreau, en fait. On peut rajouter rapidement de l'inflation et réinjecter de l'accélération dans l'économie. Petite étincelle, ça peut tout de suite avoir des proportions importantes sur les prix finaux aux États-Unis. Tout à fait. Et je suis d'accord qu'il a une doctrine plus enracinée aujourd'hui et qu'effectivement les spécialistes qui sont autour de lui sont vraiment convaincus de ça. Par contre, il n'a peut-être pas de visée de se faire réélire après son mandat. Donc il y a peut-être aussi un jusqu'au boutisme qui peut être plus important à voir. On verra, il y aura des clauses de rendez-vous, le marché sera là évidemment, il y a les midterms et effectivement, derrière les tarifs, c'est Robert Lighthizer notamment qui a beaucoup préparé le terrain pour sa campagne, pour les nominations du cabinet de Trump aujourd'hui. Alain ? La Fed et Trump, pardon. Je pense que l'année 2025 pourrait être quand même assez chahutée à cause de ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une période entre les discours de la Fed, les actes de la Fed, les discours de Trump, les actes de Trump. Tout ça dans un marché qui est quand même, sur certains segments, qui est quand même un peu chaud quand même, on peut le dire ça. Il y a pas mal d'entreprises qui sont pricées pour la perfection quand même. Donc, ça peut faire baisser le marché américain ? Trump peut faire baisser le marché américain ? Ça peut générer de la volatilité. C'est son thermomètre, ça va être compliqué pour lui. Ouais, après, moi c'est ce que je pense depuis un moment et je me trompe sur la tech. Je pense qu'il va y avoir à un moment donné un creux de quelques semaines. Moi, je suis comme pas mal de gens, j'attends ces creux-là pour en refaire. Bah oui. Donc ça n'arrive pas. Mais en bonne logique, oui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui semblent un peu sur des niveaux de valorisation un peu élevés. Il y a des thèmes qui sont vraiment très chauds sur des petits thèmes, mais qui animent beaucoup l'espace, le quantique, ces trucs-là, ça anime beaucoup. Je ne parle pas du Bitcoin qui anime aussi. C'est-à-dire que tout ça, c'est quand même sur des niveaux élevés. Les spreads de crédit sont également, là pour le coup, sont sur des niveaux assez bas. Et c'est quoi le marché les investisseurs sont saturés d'actions américaines. C'est 70% du MSCI World aujourd'hui. Ouais, 73. Qui peut en mettre plus ? Qui pourrait en avoir plus que 70% ? Je veux dire, en fait, il y a cette
cette problématique. Qui serait encore l'acheteur marginal d'actions américaines aujourd'hui. Le retail est max investi. J'imagine que tous les professionnels sont ceux qui sont benchmarkés, d'autant plus, sont au niveau des benchmarks. Et donc il peut y avoir aussi un petit peu de fatigue par rapport à ça. Puis dire simplement, peut-être quand même rééquilibrer, sans parler de sortir massivement, mais de prendre quelques bénéfices et puis de refaire autre chose. Mais je regardais juste avant de venir le Brésil. Oui, tiens, on en a parlé juste avant. C'est une déroute. Le réal, effectivement, est au plus bas. Il y a pas mal de devises qui n'étaient pas très en forme avant que Trump soit élu, qui ont quand même encore pris un petit tir qui les a fait quand même bien baisser, encore une fois, sur des endroits où la politique est quand même pas évidente. On ne sait pas trop si on faut ralentir, accélérer. La capacité de le faire est pas évidente, parce qu'il y a pas mal d'endroits où les déficits sont aussi importants. C'est-à-dire qu'on voit que dès que vous n'êtes pas la zone euro ou les États-Unis, pour un pays comme le Brésil, grand pays malgré tout, qui a des marges de manœuvre budgétaires limitées, dès qu'on a un gouvernement au pouvoir qui veut aller taper encore un peu plus dans le fiscal et le déficit, on voit tout de suite que le marché, effectivement, réagit très vite et très fort, et que la devise peut chuter très vite et très fort. Ce que je veux dire, c'est que tout se congestionne un peu pour que les 6 premiers mois de 2025 puissent être chahutés. Je ne dis pas qu'on va s'effondrer, je ne dis pas ça. Il y a une probabilité toujours que ça arrive. Elle a un peu augmenté, je trouve, en France et en zone euro. Et on est passé d'un truc infinitésimal à quelque chose qui devient concret. Donc, faut quand même peut-être. Accident de marché, on parle. Oui, accident de marché, il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est pas le scénario central, mais qu'il y ait plus de volatilité, des réajustements qui peuvent être violents. On a vu ce qui s'est passé au mois d'août avec le Japon. C'est des choses qui peuvent arriver. À ce moment-là, on est quand même bien content d'avoir un peu de cash, un peu d'actifs, un peu moins réactifs à tout ça, quoi. C'est quoi la vision un peu, dans les globales de marché que vous avez chez Edmond de Rothschild AM là pour le démarrage de 2025, Julien? Pour l'instant, on reste positionné tactiquement long action pour le début de l'année, assez neutre sur l'obligataire, toujours à aimer le crédit. Effectivement, avec tout ce qu'on discute sur les déficits fiscaux, la crédibilité des États, il y a toujours un petit peu de différenciation avec le crédit d'entreprise. Finalement, on dit que les spreads sont serrés, effectivement, ils le sont. Mais cette fois-ci, en tout cas peut-être pour de meilleures raisons que par le passé, beaucoup d'entreprises sont moins endettées que les États. Et finalement, les investisseurs préfèrent croire aux entreprises et à leur potentielle génération de bénéfices, etc., qu'aux États qui, finalement, ne respectent pas leurs propres critères d'endettement. Donc nous, on préfère effectivement d'être toujours sur le crédit, crédit de bonne qualité et aussi le crédit à haut rendement. Et puis sur les devises, assez neutres aussi pour le moment. Plutôt un euro-dollar qui continuerait un peu à s'affaiblir parce que nous, le thème de divergence est quand même encore là. J'allais dire, on a parlé de la Fed, on n'a pas plus que ça évoqué la Banque Centrale Européenne, mais 25 marquera une forme de divergence accrue entre la Fed et la BCE. Pour l'instant, ça laisse penser que ça va continuer à être le cas. On a encore peu d'éléments en Europe pour être très optimiste sur l'année prochaine. On a effectivement des discussions du côté de l'Allemagne, d'un nouveau gouvernement, peut-être de plans de dépenses qui pourraient se débloquer. Pour l'instant, Merz, finalement, de la CDU est quand même bien dans ses bottes. Et c'est plutôt, on peut augmenter les dépenses si on baisse, si on augmenter les dépenses, si on peut baisser les dépenses sociales ou sur l'immigration. Il propose 100 milliards d'économies de dépenses pour l'instant. Pour commencer, on commence par des économies, des économies à l'allemande. Et ensuite, on voit. Oui. Donc, tout ce qui est le Schwarz-Null, c'est-à-dire le frein à la dette, à l'endettement, il peut y avoir des aménagements, mais ça reste timide. Et au final, en Europe, malheureusement, on a toujours ce problème structurel, à la fois démographique et d'investissement, comparé aux États-Unis, qui a été fait avec Biden depuis le Covid. Nous, on a beaucoup subventionné, finalement, l'énergie, ce choc énergétique qu'on a eu, alors qu'aux États-Unis, il y a eu tellement d'investissements qui ont été faits, qui semblent plus productifs. Donc, il y a aussi cette divergence-là. Néanmoins, début d'année, on l'a vu très récemment sur les actions européennes, on peut avoir des petits rattrapages et on espère qu'on en aura en début d'année. Nous aussi, on discute un peu d'un effet peut-être restockage un peu des entreprises européennes qui feraient un petit pool de demande, enfin une surdemande temporaire avant la mise en place de tarifs ou des peurs de barrières douanières qui pourraient restimuler un peu l'industrie ou les exportations européennes et mondiales.
Voilà, Oui, on et l'espère. puis on le sait, le moindre bouger positif à la marge en Europe Oui. peut faire tourner Il y a la déjà pas mal de perception déprimes, effectivement. des investisseurs. Du coup, je regarde Jean-François Robin. D'où vont venir les bonnes nouvelles pour l'Europe l'an prochain? Non, je ne sais pas, mais en revanche, toutes les bonnes nouvelles me semblent, en tout cas, une grande partie des bonnes nouvelles me semblent pricées dans les US. Donc, Ah oui, ça c'est sûr. quand on regarde les Ça, flux c'est d'investissement, voilà, vous avez Ça, c'est Trump sûr. élu, vous Ah avez ouais. 130 milliards qui part Un aux aspirateur à US, épargne. vous avez 30 Et- milliards en Europe et négatif sur la Chine. Bref, tout le monde joue les US, va gagner voilà, ça va être winner takes all, quoi. Et donc, ce storytelling, elle est vraiment très présente aux US. Moi, elle me frappe quand je parle des investisseurs Ouais. américains qui sont là, ça va cartonner, dérégulation, machin, tout le monde va venir investir chez nous. Et d'ailleurs, quand on interroge les chefs d'entreprise européens, ils veulent plus investir en industrie aux US qu'en Europe. Donc on est mal, quoi. On est vraiment mal. Mais simplement, il me semble que dans les flux aujourd'hui, dans les valorisations, on est quand même pas loin du moment où on peut se poser quand même un certain nombre de questions. Est-ce que ça va être si binaire que ça? L'écartèlement va-t-il Voilà, moi, être je aussi suis tout à large fait que d'accord ça? avec la divergence. C'était aussi, nous, une clé de nos prévisions de 2025, c'était le mot divergence, justement. Mais et cela étant dit, bah voilà, on est quand même sur une Europe où la BCE va plus baisser ses taux, une Europe qui est très peu chère, une Europe où il y a quand même 450 millions de consommateurs, c'est plus gros que les US, une Europe qui est très à la bourre sur les gains de productivité qu'on voit repartir un tout petit peu. On peut imaginer qu'on ait un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. On parlait de l'Allemagne, mais on peut imaginer qu'on aura un moment ou un autre un budget français ou un budget espagnol. Je rappelle que l'Espagne, qui est le success story de l'Europe, n'a pas de budget depuis 2 ans, comme quoi on peut faire 3% de croissance Exactement, sans budget. c'est ce que j'allais dire. Donc la croissance ne dépend pas des dépenses publiques, messieurs et mesdames les Français. On peut tout à fait croître sans budget et ni dépenses publiques supplémentaires. Donc il peut se passer des choses. Un budget sans orientation politique. Voilà, sans On est d'accord, oui. Voilà. Alors, on reconduit des dépenses publiques, donc c'est un peu notre loi spéciale finalement. Une loi spéciale, on n'empêche pas de faire de la croissance. Ce qu'on veut, c'est de la stabilité et pas du flip, quoi. Aujourd'hui, le problème, c'est que tous les investisseurs les chefs d'entreprise que je côtoie beaucoup en ce moment, bah, ils sont un peu sur le reculoir en disant on monte les mains et on attend de voir d'où vont venir les intéressant coups, parce quoi. que justement, investisseurs, chefs d'entreprise, j'étais très intéressant d'avoir eu les enquêtes hier en Allemagne qui ont été publiées le même jour pour le Zoo et l'IFO. Alors, vous regardez le Zoo, morale des investisseurs, je veux dire, qui remonte parce que on essaye de se projeter au-delà des élections, etc., le signal qui pourrait être envoyé. Morale IFO des chefs d'entreprise allemands, c'est le grand plongeon. Voilà, c'est deux angles de perspective très différents, la sphère de l'investisseur et la sphère de l'entreprise. Et puis les divergences, encore une fois, c'est-à-dire quand vous regardez le secteur manufacturier et le secteur des services, c'est pas la même histoire, hein. Aujourd'hui, on voit les PMI de services qui remontent finalement, c'est pas si mal, hein. Soit en Allemagne, en France, on est sur des choses pas trop mauvaises, hein. Donc c'est moins noir que, encore une fois, que ce que nous on se laisse dire à nous-mêmes les Européens. C'est quoi le petit catalyseur là, qui nous manque en Europe sur les marchés? J'entends, hein, parce qu'on ne va pas faire l'histoire de la construction européenne, hein, mais le petit truc qui manquerait pour que des investisseurs globaux, déjà gavés de dollars et d'actions américaines, se disent tiens, je vais regarder à nouveau l'Europe. Voilà. Moi, je pense qu'il faut passer le cap électoral allemand. Ça, c'est la première chose. Je pense que tant qu'on n'a pas ça, là, pour le coup, c'est quand même un peu difficile. Les gros investisseurs ne reviendront pas avant ça. Bah, j'ai l'impression que ça va être un peu difficile. Et après, ce que je me dis, c'est, alors moi, c'est un espoir plus qu'une conviction, quoi que ce soit. Donc ça finit par être perturbant. Mais je me dis, si on mettait un embryon de discussion, de peut-être, on ferait un bout de quelque chose du plan Draghi. Ça mettrait une dynamique positive. Alors, bon, voilà, c'est un peu l'espoir qu'on peut avoir. Parce que les baisses de taux de la BCE, factuellement, ça paraît effectivement incontournable. Mais je me dis, si en même temps... ça ne suffit pas. Ah bah non, mais c'est sûr que ça ne suffit pas. Non, mais au-delà de ça. Non, mais même, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait tant que ça, parce qu'à un moment donné, le change va nous rappeler à l'ordre. Ah oui. C'est-à-dire que si le dollar continue d'être fort comme il est, et on peut, dans le cirque, on peut avoir quand même un dollar fort encore pendant quelques temps, la BCE va être quand même bien en peine de baisser ses taux si on venait à 0,95. Enfin, j'exagère, mais c'est peut-être... vous voyez, c'est un peu des choses qui vont... Ils ont un peu mûri quand même, j'ai l'impression, sur la question du change, non ? Ça a l'air d'aller un peu mieux, mais voilà. Donc, pour revenir à la question, c'est un marché qui commence à aller un peu mieux parce que la dynamique peut le permettre en début d'année, et puis les élections allemandes, et puis à un moment donné, des retours de flux sur des marchés un peu plus élevés, avec, encore une fois, des plans, un gros truc sur la défense, quelque chose qui se calme relativement positivement sur l'Ukraine, et puis on se dit, bon, ça y est, on est sorti de ce truc-là, on a cotisé nos 2% à l'OTAN, et on fait... 3, ce sera 3. Oui, ça sera déjà, on va faire 2, c'est déjà pas mal. Et puis après, on se dit, on va faire ça du plan Draghi, on va
va faire ça de plan Draghi, on va faire ça du plan Draghi, ça mettrait un peu de baume au cœur et de se dire un peu de positif et simplement en se disant. Donc ça, c'est la sortie par le haut. Quoi. Bah oui, on espère ça évidemment, parce que à contrario, je pense que si les marchés américains venaient à prendre une pêche de 20-30%, je vois mal les marchés européens résister. Alors ils feraient peut-être moins 15, mais c'est pas terrible, quoi. Enfin, on compenserait un peu l'écart. Mais... Si on veut être un peu optimiste, on peut dire, quand on regarde ce qui s'est passé en 2016, finalement l'Europe avait réagi à Trump. Et ça avait été un moyen pour l'Europe de progresser, notamment dans les actes européens de réciprocité et ses capacités à réagir aux droits de douane, etc. Et ça, c'est très net. On avait taxé le Bourbon du Tennessee, c'est ça? Oui, mais surtout les Boeing. Mais non, mais ce qui avait été hyper puissant, c'est quand Trump avait dit, bon alors les Airbus, je vais me les taxer, vous allez voir ce que vous allez voir. L'Europe tout d'un coup dit, ok, nous on va faire la même chose avec les Boeing. Tout d'un coup, ça avait calmé le jeu et tout le monde avait redescendu un petit peu la pression. On peut, si on veut essayer d'être un peu optimiste, se dire que est-ce que le moment Trump va pas faire accélérer un certain nombre de choses. On parle déjà au niveau de la Commission européenne d'un fonds militaire de dépenses de défense de 100 milliards. Bon, si on met 100 milliards sur la table, je rappelle que le zone euro, c'est 350 milliards de dépenses militaires. Donc si vous mettez 100 milliards de plus, pour passer de 2 à 3% de dépenses sur PIB, c'est 2%, tout le monde y est. Il n'y a que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui n'y sont pas. Mais la Pologne, il y a 4%. L'Angleterre, on est à plus de 2. La France, on a plus de 2. Je rappelle, la loi de programmation militaire, c'est 60 milliards. On était à 30 milliards il y a 10 ans. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait pas un certain nombre de dépenses. Il y a des effets multiplicateurs intéressants quand même sur le plan macro dans la défense spécifiquement. C'est bien pour la souveraineté, j'imagine. C'est nécessaire, il faut le faire. On parle de souveraineté là. C'est des dépenses. C'est au-delà des enjeux. Non, mais c'est typiquement, on dit qu'est le succès des US. C'est-à-dire, donc si on fait la même chose, on peut pas dire que ce qui est mal en Europe est bien aux US, quoi. Et puis après, on peut prendre des filières. Prendre des filières qui pourraient être activées par un plan européen quelconque. Et les puces. Voilà, non, peut-être pas les puces, mais je sais pas. Sur le spatial, il y a des trucs. Il y a des choses comme ça. Je vous rappelle qu'il y a un plan semi-conducteur, qu'il y a un plan métaux rares, qu'il y a un plan. Finalement, on a quand même des objectifs 2030 pour l'instant. Il y a encore une fois, il y a 2 gigafactories en France. Il n'y en a pas 0. Donc le risque en Europe, c'est toujours d'être trop pessimiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore. Je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Là, on va attendre les élections. On est dans un moment où tous les flux vont vers les US, mais il y avait un moment recognition. Attention, il va falloir que ça délivre. Or, beaucoup de choses est dans les prix très déséquilibrés entre les US et l'Europe. Julien ? Non, je pensais aussi s'il y a un accord sur l'Ukraine, la reconstruction qui peut apporter aussi un peu de flux plus positif sur l'Europe, du business aussi pour les entreprises européennes. Donc ça pourrait être aussi un catalyse qui pourrait arriver dans l'année, effectivement. Un petit mot pour finir le tour de la planète marché sur la Chine. Le signal de marché qu'on voit là, c'est le taux 10 ans chinois, ou les taux longs, 30 ans, 10 ans, là, qui sont en train de s'effondrer, entre guillemets. Le 10 ans chinois est à 1,75%. Ça paraît pas beaucoup. Non. non. Pour l'instant, on part vers toujours un peu scénario du Japon des années 80, où on a une bulle immobilière qu'il a fallu venir calmer. L'État et puis aussi tout ce qui est shadow banking en fait dans le système chinois, il y a besoin de mettre tout ça sous contrôle, d'assainir. Ça prend des années. On est sur aussi le pic démographique en Chine. La population active commence à diminuer depuis quelques années. Donc, en fait, l'État chinois remet des plans. Malheureusement, les plans, même pour les investisseurs étrangers, sont pas suffisamment crédibles. On a l'impression que c'est repackagé des mesures. On a une excitation sur le marché action chinois, un peu sur le marché européen, puis ça retombe un petit peu derrière. Pour l'instant, il n'y a pas de grand bazooka. Il y aura sûrement des mesures annoncées si quelque chose précisé après si Trump fait quelque chose sur les barrières douanières, clairement. Mais on est toujours en attente. En fait, on est dans l'attente. Il y a toujours de la déflation en Chine. On n'est toujours pas sorti. Donc, c'est-à-dire pour un investisseur global, il n'y a rien qui déclenche une envie délirante ou démesurée de s'intéresser ou se réintéresser aux actifs chinois. C'est plus quelque chose qui est, je dirais, tactique, plus que très structurel maintenant, d'autant plus que les investisseurs américains auront du mal beaucoup à revenir en masse sur le marché chinois. Il y a toujours cette peur d'un conflit avec Taïwan à un moment donné, de restrictions qui se mettraient en place. Il y a forcément l'exemple en tête d'Ukraine-Russie. Et donc c'est vrai qu'il y a une partie des investisseurs qui ont beaucoup de mal à revenir plus structurellement sur ce marché-là. Mais voilà, on peut avoir un peu d'optimisme et essayer quand même de se projeter. Et ça pourrait être un petit peu plus positif pour l'Europe aussi. On est dans l'idée de ces divergences qui pourraient peut-être au moins en partie s'amoindrir au cours des prochains mois et des prochains trimestres.
Sur la Chine, vous avez toujours développé une vision assez pessimiste sur le long terme, sur le modèle économique chinois, Jean-François, qui n'a pas changé, j'imagine. On n'a pas changé, au contraire, on est plutôt on se sent dans la monnaie. Aujourd'hui, tous les moteurs chinois, à part l'exportation, sont quand même en grande difficulté. La Chine est dans un moment quand même compliqué. Il y a plus de chômage chez les jeunes en Chine qu'en France, plus de chômage en Chine qu'en France. L'immobilier, la bulle immobilière continue de s'écrouler. Les prix continuent de baisser dans les 70 principales villes chinoises. Donc c'était 30% du PIB. Maintenant, c'est plus moins de 20%. Mais quand même, les grands moteurs traditionnels de l'économie chinoise ne repartent pas. Le seul moteur, c'est les exportations de véhicules électriques, de panneaux solaires, etc. Mais comme le monde est en train de se fermer, et pas seulement les États-Unis, pas le Canada, l'Europe, l'Inde, la Turquie, l'Asie elle-même se ferme aux produits chinois. Donc ça va devenir très compliqué. Donc évidemment, les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? 5% de déficit, c'est déjà plus ou moins annoncé. Des baisses des taux et probablement de laisser glisser le yuan pour répondre à Trump. Donc il va se passer des choses en Chine. Bon, tout ça à partir du 20 janvier. Enfin, beaucoup de choses vont commencer à partir du 20 janvier prochain et l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis, Julien Tisserand, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management et Alain Pitous, senior advisor ESG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'horizon 2025 et des perspectives macroéconomiques, notamment auxquelles on peut réfléchir à ce stade pour 2025, avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci d'être avec nous. J'ai repris assez simplement le titre de votre présentation macro pour 2025 qui s'intitule « Survivre à Trump 2.0 », c'est une manière de donner le ton, évidemment. Gilles, avant de détailler peut-être le guide de survie pour le reste du monde face à Trump 2.0, un mot de cet exceptionnalisme américain. Alors, essentiellement sur le plan macroéconomique, sur le plan de la performance des actifs financiers des marchés, c'est un exceptionnalisme effectivement qu'on constate sur l'année 2023, sur l'année 2024. Qu'est-ce qui fonde cet exceptionnalisme américain sur cette période, j'entends, Gilles, pour vous, et qu'est-ce qu'on peut dire de cette dynamique par rapport au reste du monde sur l'horizon 2025 ? Je pense qu'une bonne partie de cette croissance américaine, de ce surcroît de croissance, est en fait structurelle. C'est de plus en plus une évidence pour moi. On a longtemps pensé que le taux de croissance tendanciel ou potentiel de l'économie américaine se situait aux alentours de 1,75. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à parler de 2%. Et cette élévation de la croissance potentielle, elle est probablement le fruit en fait d'une multitude de décisions assez décentralisées d'acteurs américains il y a maintenant une quinzaine d'années, avec des choix d'investissement des entreprises qui ont été tout simplement les bons choix, avec une accélération de l'investissement en logiciel qui a été tout à fait massif à partir des années 2010. On a eu un effort de recherche et développement également tout aussi significatif, qui contraste d'ailleurs totalement avec l'atonie de ce type d'investissement en Europe pendant la même période. Donc ça, c'est un élément d'explication. Un autre élément d'explication, c'est tout simplement la situation démographique. Pas simplement la situation démographique naturelle, entre guillemets, le fait que le vieillissement est moins avancé, mais aussi lié à des flux d'immigration aux États-Unis qui ont permis en fait de gérer finalement en douceur ce qui aurait pu être un épisode de pression trop importante sur l'offre. Et on a eu un atterrissage finalement, même une absence d'atterrissage liée au fait que les entrées sur le territoire américain ont permis de maintenir un dynamisme de la consommation sans se traduire par des déséquilibres trop importants en termes en particulier de l'inflation. On a réussi à faire atterrir l'inflation, elle est encore trop élevée, on y reviendra je pense, mais en tout cas on a réussi à la faire ralentir de manière significative sans ralentissement de l'économie réelle, et une bonne partie de l'explication tient au flux de population qui sont arrivés aux États-Unis. Donc ce sont vraiment des facteurs assez structurels, assez durables qui expliquent cette performance américaine. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, Gilles ? Dans le cadre d'une alternance, y compris d'une alternance Trump après une présidence Biden, c'est pas le genre d'alternance qui remettra en cause ce que vous décrivez comme étant des tendances lourdes et profondes ? Ça dépend des sujets. C'est-à-dire que sur l'innovation technologique, sur les gains de productivité, on peut probablement compter sur un nouvel effort de dérégulation.
Et ça, l'évidence académique vous dit qu'en général, si on dérégule, ça a plutôt effectivement un impact positif sur l'innovation, sur la croissance au final. Et ça, on sent que ça reste quand même une priorité importante de Donald Trump. En revanche, là où les choses sont plus compliquées, c'est sur l'offre de travail. Parce que Donald Trump s'est quand même fait élire sur un programme très clair anti-immigration, qui ne parle pas simplement de réduction des flux, mais qui parle de renvoi vers les territoires d'origine d'une partie de la population aujourd'hui travaillant aux États-Unis, certes de manière illégale, mais contribuant de manière tout à fait effective à cette croissance américaine. Et c'est probablement l'un des premiers facteurs à surveiller dans l'année 2025, c'est dans quelle mesure et à quelle vitesse Donald Trump va conduire des politiques qui vont recréer en fait de la tension sur le marché du travail en réduisant cet afflux de population active. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des effets stabilisants. Je pense que les grands secteurs industriels américains vont aller expliquer assez vite à la Maison-Blanche ce qui risque de se passer si on a un arrêt brutal des flux. Mais ça, c'est quand même un élément plutôt négatif dont la toxicité pourrait se révéler un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans un effet feel-good sur la confiance générale aux États-Unis. Voyons comment ça tient une fois qu'on verrait les premiers effets, par exemple, sur les entrées sur le territoire américain. Ce qui est intéressant, c'est que sur les derniers mois de la présidence Biden, Biden a fait passer quand même un décret sur l'immigration qui a déjà limité quand même les flux migratoires sur quelques mois. J'entends Gilles, pas sur l'ensemble de sa présidence, mais sur les derniers mois, là, août, septembre, je crois que c'est assez visible dans les chiffres de flux qu'on peut avoir. On verra comment est-ce que tout ça tourne effectivement à partir du 20 janvier prochain. Le sujet de la réserve fédérale américaine, alors Jérôme Powell s'exprime bien sûr ce soir, mais j'allais dire sous Trump 2.0, qu'est-ce qui peut évoluer dans la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine? Déjà avant ça, dans quelle mesure est-ce que la Fed a encore des marges de manœuvre, j'allais dire indépendamment des choix politiques qui pourraient être annoncés dans les prochains jours ou à partir du 20 janvier prochain? Et puis ensuite, une fois ces choix politiques annoncés, dans quelle mesure est-ce que ça peut faire bouger ou non d'ailleurs la réserve fédérale américaine de son chemin? Oui, je pense que ça, c'est un point important, c'est qu'avec ou sans Trump, c'est-à-dire que la question de Trump nous obnuile un peu tous, mais avec ou sans changement politique américain, on était dans une situation où le flux de nouvelles sur l'inflation n'est pas exactement celui qu'on voudrait avoir. On a eu, je l'ai dit, un vrai ralentissement d'inflation, mais on est encore très loin de l'objectif de la Fed. Je rappelle que le core CPI est complètement bloqué depuis 4 mois à 3,3% en glissement annuel. Alors on cherche à chaque mois à trouver de nouvelles raisons un peu idiosyncratiques qui pourraient expliquer une résistance un peu résiduelle. Mais voilà, 4 mois, ça commence à être un peu long. Et c'est peut-être en liaison d'ailleurs avec ce que vous évoquiez sur les premiers effets des blocages Biden sur les entrées. On commence à retrouver aussi quelques facteurs de tension sur le marché de l'emploi aux États-Unis. On a par exemple des salaires qui ont recommencé à accélérer. Donc de toute manière, avec ou sans Trump, je pense que la Fed devrait ralentir le rythme de baisse de ces taux. Le dot plot, les fameuses prévisions médianes du FOMC du mois de septembre étaient cohérentes avec 4 baisses de taux en 2025, ce que tout le monde a traduit par une baisse de taux par trimestre. Je pense que, encore une fois, avant même la prise en compte de ce qui pourrait nous venir de l'administration américaine, la Fed serait amenée à revoir le nombre de baisses en 2025, probablement aux alentours de 3. Et pour ma part, si en plus de ça, de cette situation de départ un tout petit peu problématique sur l'inflation, on ajoute ce qui est probable en termes d'annonce de la part du gouvernement américain, à ce moment-là, ce n'est pas 2 ou 3 baisses qu'on aura en 2025, mais ce serait simplement une. Bon, la question tarifaire, notamment, ça nous amène à regarder la question des tarifs douaniers. Alors peut-être de la perspective du reste du monde, de l'Europe en premier lieu, Gilles, si effectivement ces tarifs annoncés, préannoncés deviennent le marqueur fort du mandat de Trump 2.0, quels sont les différents scénarios auxquels on peut se préparer et quel type de réponses les plus pertinentes, espérons-le, est-ce que l'Europe pourrait apporter ? Alors, moi, en la matière, je suis un libre-échangiste de stricte obédience. Je crois qu'il y a assez peu de vérité révélée en matière de sciences économiques, mais le fait qu'en général, le libre-échange, c'est pas mal, ça, j'y crois assez. Et je sais que Christine Lagarde
s'est pris beaucoup de commentaires très acerbes lorsqu'elle a dit dans un discours que peut-être que la bonne réponse européenne serait de ne pas répondre à des droits douane américains. C'est peut-être pas la bonne posture à avoir en termes de négociation vis-à-vis de Washington DC, mais sur le fond, elle a raison. C'est-à-dire que si tout ce à quoi les producteurs européens ont à faire face en 2025, ce sont des droits de douane de 10% sur ce que l'on vend aux États-Unis, honnêtement, c'est gérable. C'est gérable parce que ce serait 10% pour nos produits, ce serait 10% sur les produits des autres, probablement plus sur les produits chinois. Donc on ne perdrait pas de compétitivité relative par rapport à nos compétiteurs sur le marché américain. On perdrait de la compétitivité simplement par rapport à des producteurs américains qui souvent sont assez peu nombreux, qui parfois peuvent être un peu médiocres. Et par ailleurs, 10% de droits de douane, ça vale en quelques semaines de dépréciation du taux de change. Et notre taux de change a déjà déprécié de manière assez significative par rapport au dollar. Donc sur cet aspect-là de la politique de Trump, moi, ma réponse naturelle serait de dire peut-être ne faut-il pas répondre. Je sais que politiquement c'est différent, mais sur le fond, je pense qu'il ne faut pas répondre. La vraie difficulté pour moi, elle ne passe pas par là, elle passe par l'effet indirect de droits de douane qui seraient là pour le coup prohibitifs, levé par les Américains sur des produits chinois, qui pourrait se traduire par un dévissage du yuan et donc par un surcroît de compétitivité des produits chinois sur notre propre marché et vis-à-vis de compétiteurs sur des pays tiers. Et là, la réponse devient assez complexe. Et dans le cas chinois, surtout s'il y a entre guillemets manipulation du change, là effectivement on peut mettre en place des mesures de mitigation. Mais le choc américain lui-même, je pense que ce serait une erreur que de courir immédiatement à la question des rétorsions. J'entends. Ne pas répondre, effectivement, ne pas répliquer ce que disait Christine Lagarde, ça concerne la sphère politique. Pour la sphère de la politique monétaire, ce serait perçu comment par la Banque Centrale Européenne, Gilles ? Pour moi, en revanche, alors je sais que les faucons de la BCE aiment à dire qu'une guerre commerciale, ce serait inflationniste parce que ça se traduirait par une disruption des chaînes de production. À mon sens, l'impact le plus évident si on a à faire face à une guerre commerciale américaine, c'est plutôt quand même, en tout cas en première analyse, un effet supplémentaire de réduction de l'activité en Europe. Et la réponse normale dans ce cas-là, c'est d'avoir une politique monétaire qui devient de plus en plus accommodante et qui, ce faisant, crée les conditions d'une dépréciation de l'euro qui permet de répondre, et là d'une manière à mon avis assez juste, à la mise en place de droits de douane plus importants aux États-Unis. Et j'ai l'impression que tout le débat à la BCE, en fait, c'est complètement déplacé. C'est-à-dire que dans ce qui a été dit par la BCE aujourd'hui, si vous êtes un faucon, vous entendez on va jusqu'au taux neutre, et le taux neutre c'est peut-être simplement 2, même peut-être un peu plus que 2 et on s'arrête là. Si vous êtes une colombe, vous entendez peut-être qu'on peut aller même plus loin et qu'on peut aller en territoire véritablement accommodant. Et je pense que c'est ce qu'ils finiront par faire et que l'une des raisons de ce passage en territoire accommodant, c'est précisément de prendre en compte le fait qu'on rentrerait dans une guerre commerciale, non pas simplement vis-à-vis des États-Unis, mais aussi via les effets indirects sur les produits chinois. Ouais. Avec l'idée que ces baisses de taux pourraient s'accélérer, ou en tout cas que le rythme des pas pourrait peut-être à un moment changer sur la fin de ce cycle de baisse de taux. Un mot pour conclure de l'Allemagne. Ce sera la prochaine élection la plus importante du monde, le 23 février prochain en Allemagne. Gilles, je ne sais pas quel niveau d'espoir vous avez. L'espoir fait vivre, mais en même temps, l'espoir ne fait pas une stratégie, a-t-on coutume de dire. Gilles, j'ai regardé un peu rapidement les plateformes là, proposées depuis le vote, effectivement, qui déclenche les élections. Bon, je vois que CDU-CSU, emmené par Friedrich Merz, on commence par 100 milliards d'euros d'économies dans les dépenses sociales. Tout bon budget allemand commence par quelques dizaines de milliards d'euros d'économies, quoi. Oui, je pense que ça doit appeler à réviser un tout petit peu l'enthousiasme sur ce fameux bouger de la part de Merz. C'est vrai qu'il y a une ouverture de la part de Merz sur cette question du frein de dette. Il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il est ouvert à ce qu'on révise un peu le système, en tout cas pour financer un surcroît d'investissement. Mais la CDU ne s'est pas transformée en 48 heures en parti néo-keynésien favorable à une inflation des dépenses sociales. On est un peu dans le jeu politique préélectoral. Je pense que la CDU joue sa partition de centre-droit et c'est une partition finalement assez classique. On verra ce qui sort des négociations. Mais ce
qui pour moi est important, c'est la temporalité. C'est-à-dire que pour moi, de voir le marché qui s'est un tout petit peu enthousiasmé dès le mois de novembre, parce qu'on a eu ces premières déclarations de Merz, ça me paraît ne pas intégrer le fait que les élections auront lieu en février, que la négociation d'une coalition, ça prend toujours assez longtemps en Allemagne, et que la réforme institutionnelle du frein de dette, ça prendrait encore plus longtemps. Donc on va sans doute vers un bouger, ça semble de plus en plus consensuel en Allemagne, mais pour moi c'est plus un bouger dont les effets se feraient sentir, en tout cas macroéconomiquement, en 2026 et pas en 2025. Bon, les séquences vont être importantes en 2025. La séquence Trump, la séquence allemande, et on suivra ça évidemment avec grand plaisir avec vous, Gilles. Merci beaucoup, Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.